Dans les registres oubliés du comté de Shelby au Tennessee, une ligne écrite à l'encre délavée mentionne 6 esclaves portés disparus durant l'été 1847. Aucun corps ne fut jamais retrouvé. Mais ce que les archives ne disent pas, c'est qu'ils ne disparurent jamais vraiment. Ils furent simplement effacés. Avant de poursuivre cette histoire qui glacera votre sang, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire en nous disant de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Votre soutien nous permet de continuer à exhumer ces récits oubliés. Et maintenant, retournons dans le Tennessee de 1847, là où commence notre histoire. Le Tennessee des années 1840 était une terre de contradictions brutales. À Memphis et dans les comtés environnants, les plantations de coton s'étendaient comme des royaumes autonomes, chacune dirigée par des familles qui se considéraient comme l'aristocratie du Sud. Les routes poussiéreuses serpentaient entre des propriétés immenses où des centaines d'âmes humaines travaillaient du lever au coucher du soleil sous un ciel impitoyable, sans droit, sans voix, sans avenir visible au-delà de la terre rouge qu'ils cultivaient. Le comté de Shelby était particulièrement prospère durant cette période. Le Mississippi servait d'artère vitale au commerce et Memphis se développait rapidement. Les bateaux à vapeur remontaient et descendaient le fleuve dans un balai incessant, chargés de balles de coton vers l'amont, de marchandises manufacturées vers l'aval. Les planteurs locaux rivalisaient de faste lors des bals organisés dans leurs demeures coloniales, exhibitions de richesses où l'on discutait politique et commerce. Mais derrière les façades blanches immaculées et les colonnes imposantes se cachaient des réalités que personne ne voulait nommer ouvertement. La violence était endémique, mais rarement discutée en société. Les punitions brutales, les séparations familiales, les abus de toutes sortes faisaient partie du quotidien accepté des plantations. Chaque propriétaire développait ses propres méthodes pour maintenir l'ordre. Certains se targuaient d'une approche paternaliste, d'autres gouvernaient par la terreur pure. La propriété Caldwell se trouvait à environ 15 kilomètres au nord-est de Memphis, accessible par un chemin de terre sinueux qui traversait d'abord des champs de tabac, puis longeait un ruisseau bordé de saules, avant de s'enfoncer dans une zone plus boisée. C'était une plantation de taille moyenne, selon les standards de l'époque. Environ 200 hectares de terre cultivable. 50 esclaves y travaillaient, répartis entre les champs de coton, les champs de maïs, les écuries, la cuisine et la maison principale. La demeure elle-même, construite en 1832, présentait l'architecture typique des plantations prospères. 2 étages de briques rouges recouvertes de stuc blanc, 4 colonnes doriques massives soutenant un portique imposant, des vérandas courant sur toute la longueur et des volets vert foncé qui claquaient durant les orages d'été. L'intérieur reflétait les aspirations de la classe plantocratique. Parquet de chêne ciré, papier peint importé de France, mobilier en acajou, et une bibliothèque contenant près de 300 volumes. Les cabanes des esclaves se trouvaient à environ 200 mètres derrière la maison principale, disposées en 2 rangées parallèles. Constructions rudimentaires en rondins calfeutrés avec de l'argile, elles mesuraient environ 4 mètres sur 5 et abritaient généralement 6 à 8 personnes dans des conditions de promiscuité extrême. Mais ce qui distinguait vraiment la propriété Caldwell, c'était sa maîtresse. Margaret Caldwell, née Sutherland en 1817, avait épousé Edmund Caldwell en 1835 lors d'une cérémonie grandiose qui masquait mal la réalité financière derrière cette union. Le mariage avait été arrangé entre 2 familles de planteurs, une union stratégique destinée à consolider des terres adjacentes. Son père, Thomas Sutherland, ruiné par de mauvaises récoltes et des investissements désastreux, avait pratiquement vendu sa fille unique pour sauver l'honneur familial. Margaret avait 18 ans le jour de son mariage. Les portraits de cette époque la montrent comme une jeune femme au visage anguleux, aux yeux gris-vert perçants, à la bouche fine qui ne souriait jamais vraiment. Elle possédait une beauté austère, presque sévère. Durant son enfance, elle avait reçu une éducation inhabituellement complète pour une femme de son époque.
Son père avait engagé une gouvernante française qui lui avait enseigné non seulement les arts d'agrément mais également l'histoire, la philosophie et le commerce. Margaret lisait couramment le français et l'anglais, connaissait les classiques et possédait un esprit analytique aiguisé. Mais Margaret n'était pas une épouse docile. Dès les premiers mois de son mariage, elle manifesta un caractère fort qui contrastait violemment avec les normes prescrivant soumission aux femmes mariées. Edmund, homme fade et facilement intimidé, découvrit rapidement qu'il avait épousé une force de nature qu'il ne pourrait jamais contrôler. Il se réfugiait dans la piété ostentatoire et le bourbon, passant ses journées à superviser mollement la plantation depuis son bureau. C'était Margaret qui prenait les décisions réelles, qui négociait avec les acheteurs, qui supervisait les esclaves avec une rigueur excessive. Les esclaves développèrent rapidement une peur viscérale de leur maîtresse. Elle ne criait jamais, ne perdait jamais son calme, mais sa simple présence gelait les conversations. Elle avait une façon de regarder les gens qui donnait l'impression qu'elle percevait les faiblesses cachées et les peurs secrètes. Edmund mourut en novembre 1844, officiellement d'une fièvre soudaine. Le médecin local diagnostiqua une infection des poumons, aggravée par l'alcoolisme. Quelques domestiques chuchotèrent des doutes. La détérioration finale d'Edmund avait été étrangement rapide, et Margaret avait montré si peu d'émotion durant l'agonie de son mari. Mais ces murmures restèrent confinés aux cabanes. Ce que personne n'avait prévu, c'est que Margaret, libérée enfin des contraintes formelles qu'imposait la présence d'un mari, révélerait alors sa véritable nature. Durant les 3 années qui suivirent la mort d'Edmund, la propriété Caldwell devint un lieu étrange. Les esclaves qui y travaillaient développèrent une peur visible, un silence particulier qui tombait dès que la maîtresse apparaissait. Les planteurs voisins remarquèrent que Margaret refusait désormais leurs invitations, qu'elle ne participait plus aux événements sociaux, qu'elle semblait s'être retirée dans son domaine comme dans une forteresse personnelle. Les domestiques de la maison principale, lorsqu'ils étaient prêtés à d'autres propriétés pour des événements, ne parlaient presque jamais. Mais leur silence était éloquent. Et parfois, tard le soir, après quelques verres de whisky volés, l'un d'eux murmurait des bribes, des bruits étranges venant de la grange nord pendant la nuit, des esclaves convoqués par la maîtresse qui revenaient changés, et cette obsession grandissante de Margaret pour quelque chose que personne ne comprenait vraiment. L'été 1847 fut particulièrement chaud. La terre craquelait sous le soleil implacable et les esclaves travaillaient du lever au coucher du soleil dans des conditions épuisantes. Margaret avait embauché un nouveau contremaître en mars, un homme du nom de Josiah Fletcher, arrivé du Mississippi avec une réputation de dureté mais aussi d'efficacité. Fletcher était un homme maigre, au visage anguleux, aux yeux perpétuellement plissés, comme s'il évaluait constamment la valeur de ce qu'il regardait. Il portait toujours un fouet enroulé à sa ceinture, mais selon les témoignages, il l'utilisait rarement. Sa simple présence suffisait généralement. Ce que Fletcher découvrit durant ses premières semaines à la propriété Caldwell le troubla profondément, bien qu'il fût un homme endurci par des années passées à briser des volontés humaines. Margaret avait des exigences particulières. Elle demandait régulièrement que certains esclaves soient amenés à la grange nord, toujours les mêmes, toujours après le coucher du soleil. Fletcher devait s'assurer que personne d'autre ne s'approchait de cette structure durant ces heures. La grange nord était une construction relativement récente, érigée en 1843 sous la supervision directe de Margaret. Elle se trouvait à l'écart des autres bâtiments de la plantation, à environ 300 mètres de la maison principale, partiellement dissimulée par un bosquet de chênes centenaires. Officiellement, elle servait à stocker des outils et du fourrage. Mais Fletcher remarqua rapidement qu'elle était fermée par 3 cadenas massifs, dont seule Margaret possédait les clés. Les 6 esclaves que Margaret convoquait régulièrement étaient tous des hommes jeunes et robustes, mais chacun possédait son histoire propre, ses cicatrices particulières, sa façon unique de survivre dans un système conçu pour les broyer. Il y avait d'abord Samuel, 24 ans, qui avait grandi sur la propriété Caldwell. Sa mère,
morte en couche lorsqu'il avait 7 ans, avait été cuisinière dans la maison principale. Samuel avait donc passé son enfance entre la cuisine et les champs, développant une force exceptionnelle dès l'adolescence. À 16 ans, il pouvait porter 2 sacs de coton de 45 kilos simultanément, une prouesse qui impressionnait même les contremaîtres les plus blasés. Mais Samuel possédait également une intelligence pratique remarquable. Il réparait les outils cassés avec une ingéniosité surprenante, comprenait instinctivement les mécaniques complexes, aurait pu devenir forgeron ou charpentier dans un autre monde. Edmund Caldwell l'avait parfois utilisé pour des travaux spécialisés, nécessitant précision et force combinée. Après la mort d'Edmund, Margaret avait immédiatement remarqué Samuel. Non pas pour ses compétences techniques, mais pour son potentiel en tant qu'instrument de violence contrôlée. Isaac, 26 ans, présentait un contraste frappant avec Samuel. Acheté lors d'une vente aux enchères à la Nouvelle-Orléans en 1845, il venait d'une plantation de canne à sucre en Louisiane, réputée pour sa brutalité exceptionnelle, même selon les standards du Sud. Les cicatrices qui couvraient son dos témoignaient de punitions répétées et d'une volonté jamais totalement brisée. Isaac parlait peu, observait constamment, et ses yeux noirs brillaient d'une intelligence vive qu'aucun fouet ne pouvait éteindre. Il avait appris très jeune à dissimuler ses pensées derrière un masque d'obéissance superficielle, mais Margaret avait perçu immédiatement ce qui se cachait dessous. Elle reconnaissait en lui une force intérieure dangereuse, précisément le type de matériau brut qu'elle cherchait à façonner selon sa volonté. Elijah, 22 ans seulement, était le plus jeune du groupe et peut-être le plus tragique. Arrivé à la plantation Caldwell en 1845 après la mort d'Edmund, il avait été acheté lors d'une liquidation forcée d'une propriété voisine dont le propriétaire était mort sans héritier. Elijah possédait un physique élancé mais trompeur, avec une vitesse et une agilité remarquables. Avant son arrivée chez les Caldwell, il avait travaillé comme palefrenier et avait développé une relation particulière avec les chevaux, ces animaux semblant répondre à sa présence calmante. Les premières semaines sur la nouvelle plantation, Elijah avait gardé espoir, croyant peut-être que son nouveau lieu de servitude serait moins dur que le précédent. Margaret détruisit méthodiquement cet espoir, reconnaissant en lui non pas un palefrenier, mais un combattant potentiel dont la rapidité naturelle pourrait être transformée en arme. Nathaniel, 28 ans, était l'aîné du groupe. Il boitait légèrement depuis un accident survenu 3 ans auparavant, lorsqu'un cheval de labour, effrayé par un serpent, l'avait piétiné, brisant plusieurs os de sa jambe gauche. Les os avaient mal guéri sans soins médicaux appropriés, laissant la jambe plus courte et légèrement tordue. Mais Nathaniel avait compensé cette limitation physique par une détermination féroce et une force de caractère impressionnante. Il était devenu une figure respectée parmi les esclaves de la plantation, quelqu'un vers qui les autres se tournaient pour conseil ou médiation lors de disputes. Il possédait également une mémoire prodigieuse, capable de se souvenir de conversations entières, de dates précises, de détails que d'autres oubliaient. Cette capacité faisait de lui un gardien informel de l'histoire orale de la communauté esclave, préservant les récits, les chansons, les traditions que le système cherchait à effacer. Margaret vit en lui un défi particulier, briser un homme qui était devenu un pilier pour les autres. Joshua, 25 ans, était le fils de Prudence, la vieille cuisinière qui servait la famille Caldwell depuis 20 ans. Cette position donnait à Joshua un statut légèrement privilégié, mais aussi une vulnérabilité particulière. Sa mère pouvait être utilisée comme levier pour garantir son obéissance. Joshua avait appris à lire en secret, enseigné par un ancien esclave qui avait lui-même été alphabétisé avant d'être vendu au Sud. Cette compétence illégale, découverte par Margaret lors d'un incident où elle l'avait surpris en train de déchiffrer un journal abandonné, aurait pu lui valoir une punition sévère. Au lieu de cela, Margaret avait vu une opportunité.
Un esclave capable de lire possédait une intelligence qui pouvait être exploitée, dirigée, transformée en instrument plus raffiné. Elle garda le secret de Joshua, créant ainsi une dette implicite qu'elle pourrait éventuellement réclamer. Et enfin Caleb, 27 ans, qui portait sur son dos les cicatrices les plus profondes et les plus nombreuses de tout le groupe. Témoignages visuels de fouettages répétés reçus dans une plantation précédente du Mississippi. Caleb avait été vendu à Edmund Caldwell en 1843 après avoir été jugé récalcitrant et potentiellement dangereux par son ancien propriétaire. Mais cette réputation de rébellion dissimulait une réalité plus complexe. Caleb n'était pas violent par nature, simplement incapable de feindre une soumission qu'il ne ressentait pas. Il regardait les blancs dans les yeux quand on lui parlait. Une transgression mineure, mais significative dans un système basé sur la déshumanisation constante. Il refusait de courber l'échine au-delà de ce qui était strictement nécessaire pour survivre. Et cette fierté résiduelle, cette étincelle d'humanité indomptable, fascinait Margaret, autant qu'elle la dérangeait. Elle voulait savoir jusqu'où elle pourrait pousser Caleb avant que cette étincelle ne s'éteigne définitivement. Ces 6 hommes formaient un groupe distinct dans la hiérarchie informelle des esclaves de la plantation. Ils ne travaillaient plus au champ depuis plusieurs mois. Margaret les avait dispensés des tâches agricoles habituelles, et ils passaient désormais leur journée à effectuer des travaux mystérieux autour de la Grange Nord, sous la supervision directe de Fletcher, mais selon les instructions précises de la maîtresse. Les autres esclaves les évitaient. Non par mépris, mais par une peur superstitieuse qu'ils n'auraient su expliquer. Ces 6 hommes avaient changé. Leur corps s'était transformé, devenant plus musclé, plus dur. Leurs visages portaient des marques nouvelles, cicatrices fines, ecchymoses qui guérissaient lentement, une fatigue profonde visible dans leurs regards. Mais plus que tout, c'était leur silence qui inquiétait. Ils ne participaient plus aux conversations du soir dans les cabanes, ne chantaient plus durant le travail, semblaient habiter un monde parallèle où quelque chose les consumait de l'intérieur. La première disparition eut lieu dans la nuit du 23 juin 1847, une nuit étouffante où l'air semblait trop épais pour respirer correctement. Samuel ne revint jamais de la Grange Nord. Ce matin-là, lorsque Fletcher effectua son appel habituel à 5 heures, rassemblant les esclaves pour la distribution des tâches quotidiennes, le nom de Samuel resta sans réponse. Les autres esclaves échangèrent des regards inquiets, mais ne dirent rien. Leurs visages soigneusement vidés de toute expression qui pourrait être interprétée comme dangereuse. Fletcher nota l'absence dans son carnet avec une pointe d'inquiétude croissante. Samuel n'avait jamais manqué un appel auparavant. C'était un homme fiable, peut-être le plus fiable de toute la plantation, quelqu'un sur qui on pouvait compter pour accomplir n'importe quelle tâche difficile sans supervision constante. Fletcher envoya 2 esclaves vérifier la cabane de Samuel. Ils revinrent quelques minutes plus tard avec la confirmation. La paillasse était intacte, les rares possessions de Samuel toujours présentes dans le coin qu'il occupait. Aucun signe de départ précipité, aucune trace d'une évasion planifiée. Ses chaussures, ses 2 chemises de rechange, le couteau émoussé qu'il utilisait pour manger, tout était là. Fletcher se rendit immédiatement auprès de Margaret pour signaler l'absence, frappant à la porte de la demeure principale alors que le soleil commençait à peine à chauffer sérieusement l'air matinal. La domestique Prudence le fit entrer dans le salon d'attente. Cette pièce austère meublée de chaises inconfortables où les visiteurs moins importants devaient patienter avant d'être reçus. La réaction de Margaret, lorsqu'elle le reçut 20 minutes plus tard, fut déconcertante par sa froideur calculée. Assise dans son salon personnel, aux rideaux de velours vert tirés malgré le soleil matinal qui brillait à l'extérieur, vêtue d'une robe noire de deuil qu'elle portait encore près de 3 ans après la mort d'Edmund, robe qui semblait absorber toute la lumière ambiante, Margaret écouta le rapport de Fletcher sans montrer la moindre surprise, sans aucun signe d'émotion quelconque. « Samuel s'est enfui durant la nuit », déclara-t-elle simplement, sa voix aussi neutre que si elle commentait la météo. « Inscrivez-le comme fugitif dans les registres de la plantation. Notez la date et l'heure présumée de sa fuite. »
Fletcher fronça les sourcils, mal à l'aise. L'explication lui paraissait absurde pour plusieurs raisons. Premièrement, Samuel n'avait montré aucun signe de rébellion récent, aucune indication qu'il planifiait une évasion. Deuxièmement, les chiens de garde n'avaient pas aboyé durant la nuit, et Fletcher avait le sommeil léger. Il aurait entendu une agitation inhabituelle. Troisièmement, comment un homme de la corpulence imposante de Samuel aurait-il pu disparaître sans laisser la moindre trace, sans qu'aucun des 50 autres esclaves n'entende ou ne voie quoi que ce soit? Madame Caldwell, avec tout le respect que je vous dois, il serait peut-être prudent d'organiser des recherches dans les environs immédiats. Si Samuel est vraiment parti, nous devons alerter les autorités, prévenir les plantations voisines, envoyer les chiens suivre sa piste pendant qu'elle est encore fraîche. C'est la procédure habituelle dans ces cas. Il n'y aura pas de recherche, coupa Margaret d'une voix glaciale qui ne laissait aucune place à la discussion. Samuel est parti de son propre gré, il a choisi la fuite. C'est tout ce que vous devez savoir, monsieur Fletcher. Inscrivez-le comme fugitif et retournez à vos tâches. La plantation ne s'arrête pas pour un esclave manquant. Fletcher obéit, sentant qu'insister davantage serait dangereux, mais un malaise profond s'était installé en lui. Un pressentiment que quelque chose de profondément anormal se déroulait sur cette propriété. Dans les jours qui suivirent, il interrogea discrètement les autres esclaves durant les pauses, cherchant des informations, essayant de comprendre. Personne n'avait vu Samuel partir. Personne n'avait entendu quoi que ce soit d'inhabituel cette nuit-là. La paillasse du jeune homme dans la cabane qu'il partageait avec 5 autres hommes était parfaitement en ordre, ses rares possessions toujours présentes et intactes. Aucun signe d'une fuite précipitée, aucune trace d'une évasion planifiée durant des semaines. Les 5 hommes restants du groupe spécial de Margaret, Isaac, Elijah, Nathaniel, Joshua et Caleb, continuèrent leurs activités mystérieuses autour de la Grange Nord, mais Fletcher remarqua un changement subtil dans leur comportement. Ils travaillaient désormais avec une intensité nouvelle, presque désespérée, comme des hommes essayant d'éviter de penser à quelque chose d'horrible. Leurs regards se croisaient fréquemment, porteurs de messages silencieux que le contremaître ne pouvait déchiffrer, mais dont il percevait l'urgence désespérée. Et chaque soir, lorsque Margaret les convoquait dans la grange après le coucher du soleil, ils y entraient avec une lenteur qui ressemblait exactement à celle de condamnés marchant vers l'échafaud, leurs épaules affaissées, leurs têtes baissées, leurs corps entiers exprimant une résignation terrifiée. 2 semaines plus tard, le 7 juillet, Isaac disparut à son tour. Cette fois, Fletcher était préparé. Il avait passé la nuit précédente à surveiller discrètement la Grange Nord depuis sa propre cabane, située à environ 150 mètres de la structure. Il avait vu Margaret arriver vers 22 heures, ses jupes bruissant dans l'obscurité, une lanterne à la main. Il avait vu les 5 hommes entrer dans la grange. Il avait entendu des bruits étouffés, impossibles à identifier clairement, des chocs sourds, des grincements de bois, quelque chose qui ressemblait à des halètements. Puis, aux premières lueurs de l'aube, 4 hommes seulement étaient ressortis. Fletcher attendit que le soleil soit levé avant de frapper à la porte de la demeure principale. Cette fois, il ne demanda pas à voir Margaret. Il exigea des explications. La domestique qui lui ouvrit, une femme âgée nommée Prudence qui servait la famille depuis 20 ans, le regarda avec une expression indéchiffrable mêlant peur et pitié. « Monsieur Fletcher, » murmura-t-elle, « je vous conseille de ne pas insister. Madame Caldwell n'appréciera pas. Où est Isaac ?» Fletcher éleva la voix malgré lui. « 2 hommes ont disparu en moins d'1 mois. Je suis responsable de cette plantation et j'exige de savoir ce qui se passe. » Margaret apparut en haut de l'escalier, descendant lentement les marches avec une grâce calculée. Elle portait la même robe noire, et ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon serré qui accentuait la dureté de ses traits. « Monsieur Fletcher, » dit-elle avec un calme terrifiant, « vous êtes responsable de faire fonctionner cette plantation selon mes instructions. Rien de plus. Isaac,
Comme Samuel a choisi de fuir, les esclaves fuient constamment. C'est dans leur nature. Vous le savez aussi bien que moi. Personne n'a vu Isaac fuir. Personne ne l'a entendu. Et avec tout le respect que je vous dois, madame, votre explication ne tient pas. Le silence qui suivit fut oppressant. Margaret descendit les dernières marches et s'approcha de Fletcher jusqu'à se tenir dangereusement près de lui. Elle était plus petite que le contremaître, mais quelque chose dans son regard le fit reculer d'un pas. « Monsieur Fletcher », sa voix était devenue un murmure glacial, « vous êtes ici depuis 4 mois. Je vous paie généreusement pour votre travail, mais ne vous méprenez pas sur votre position. Cette propriété m'appartient. Chaque arbre, chaque pouce de terre, chaque âme qui y travaille est ma propriété. Si je décide qu'un esclave a fui, alors il a fui. Si je décide que le ciel est vert, alors il est vert. Est-ce suffisamment clair ?» Fletcher acquiesça lentement, mais ses mâchoires étaient serrées. Margaret se détourna et remonta l'escalier sans un regard en arrière. Ce soir-là, Fletcher prit une décision. Il allait découvrir ce qui se passait réellement dans la grange nord, quelles que soient les conséquences. Pour comprendre l'obsession de Margaret Caldwell, il faut revenir quelques années en arrière, avant même la mort de son mari. Margaret Sutherland était née dans une famille de planteurs respectables, mais endettés. Son père, Thomas Sutherland, avait perdu une grande partie de sa fortune dans des spéculations malheureuses sur le coton. Lorsqu'Edmund Caldwell proposa le mariage, Thomas accepta avec soulagement, voyant là l'opportunité de sauver ce qui restait de l'honneur familial. Mais Margaret n'était pas une épouse docile. Dès les premiers mois de son mariage, elle manifesta un caractère fort, une volonté de faire qui contrastait violemment avec les attentes sociales de l'époque. Edmund, homme faible et influençable, se laissa progressivement dominer par sa femme. C'était Margaret qui prenait les décisions concernant la plantation. Margaret qui négociait avec les acheteurs de coton. Margaret qui supervisait les esclaves. Durant l'hiver 1842, Margaret fit un voyage inhabituel. Elle se rendit à la Nouvelle-Orléans, officiellement pour rendre visite à une tante malade. Elle y resta 6 semaines, période durant laquelle Edmund reçut peu de nouvelles d'elle. Lorsqu'elle revint, au début du printemps, elle était transformée. Les domestiques remarquèrent qu'elle avait ramené plusieurs caisses de livres, des volumes reliés de cuir qu'elle gardait enfermés dans son bureau personnel. Elle passait désormais des heures chaque jour à lire, à écrire des notes dans des carnets qu'elle dissimulait soigneusement. Et elle commença à poser des questions étranges aux esclaves les plus âgés, s'intéressant particulièrement aux traditions qu'ils avaient amenées d'Afrique, aux histoires transmises de génération en génération, aux pratiques qui survivaient malgré les interdictions. Ce que Margaret avait découvert à la Nouvelle-Orléans, c'était l'existence de combats clandestins entre esclaves. Dans certains quartiers de la ville, loin des regards respectables, des planteurs et des hommes d'affaires organisaient des affrontements secrets. Des esclaves étaient entraînés comme des gladiateurs, forcés de se battre pour le divertissement de spectateurs qui pariaient des sommes considérables sur l'issue des combats. C'était illégal, bien sûr. Les autorités fermaient les yeux moyennant compensation, et le secret était soigneusement gardé par tous ceux impliqués. Margaret avait assisté à plusieurs de ces combats, invitée par un cousin éloigné qui participait à leur organisation. Et quelque chose en elle s'était éveillé. Non pas le plaisir sadique de voir des hommes se détruire, mais une fascination plus complexe, plus troublante. Margaret voyait dans ces combats une forme de pouvoir absolu, la capacité de forcer des êtres humains à transcender leurs limites, à se transformer en instruments de sa volonté. Elle voyait également une opportunité financière. Les sommes pariées lors de ces combats dépassaient ce que la plantation pouvait générer en une année entière de culture du coton. Mais plus que tout, Margaret était attirée par le contrôle total que ces combats représentaient. Elle pouvait décider qui vivait, qui mourait, qui souffrait. Elle était devenue une divinité dans son petit univers clos. À son retour, elle commença à planifier.
Elle fit construire la grange nord selon des spécifications précises. Une structure isolée, insonorisée par des doubles parois remplies de paille, avec un espace central dégagé et une petite galerie en hauteur d'où elle pourrait observer. Elle sélectionna 6 esclaves aux caractéristiques physiques idéales. Jeunes, forts, avec une étincelle de rébellion dans le regard qui les rendrait plus intéressants à briser. Edmund ne sut jamais rien. Il mourut en 1844 et Margaret put enfin agir sans contrainte. Fletcher attendit 3 jours après la deuxième disparition avant d'agir. Durant cette période, il observa, nota, essaya de comprendre les schémas. Margaret convoquait les 4 hommes restants chaque soir dans la grange nord. Les sessions duraient entre 2 et 4 heures. Les hommes ressortaient épuisés, couverts de nouvelles marques, mais toujours vivants. Le 10 juillet au soir, Fletcher décida de violer les ordres de Margaret. Il devait voir ce qui se passait dans cette grange. Il attendit que la nuit soit bien installée, que Margaret et les 4 esclaves soient entrés dans la structure depuis au moins 1 heure. Puis, avec des précautions infinies, il s'approcha de la grange par l'arrière, là où les chênes offraient une couverture suffisante. La structure était effectivement insonorisée de l'extérieur, mais Fletcher découvrit une petite fissure entre 2 planches, à hauteur d'œil, qui lui permettait d'observer l'intérieur. Ce qu'il vit le figea sur place. L'intérieur de la grange avait été transformé en arène. Le sol central était recouvert de terre battue, délimité par des cordes attachées à des poteaux. Sur un côté, une petite galerie en bois avait été construite, accessible par un escalier étroit. Margaret était assise là, dans un fauteuil capitonné totalement incongru dans ce décor brutal, un carnet ouvert sur ses genoux, une lanterne posée près d'elle, projetant des ombres dansantes. En bas, dans l'arène, Elijah et Nathaniel se faisaient face. Les 2 hommes étaient torse nus, leur corps luisant de sueur. Ils portaient des marques anciennes et récentes. Échymoses violacées, coupures à peine cicatrisées, traces de brûlures. Leurs mains étaient enroulées dans des bandes de tissu tachées de sang séché, et ils se battaient. Ce n'était pas une rixe désordonnée. C'était un combat organisé, méthodique, avec des règles que les 2 hommes semblaient connaître. Ils tournaient l'un autour de l'autre, cherchant les ouvertures, portant des coups calculés. Chaque impact produisait un bruit sourd qui résonnait dans l'espace confiné. Elijah, plus jeune et plus rapide, tentait de maintenir la distance, utilisant sa portée pour frapper le torse et les bras de Nathaniel. Ce dernier, malgré sa boiterie, compensait par une puissance brute, cherchant à se rapprocher pour utiliser ses poings comme des masses. Margaret observait avec une attention clinique. Elle prenait des notes dans son carnet, murmurait occasionnellement des commentaires que Fletcher ne pouvait entendre. Son visage était calme, presque serein, comme une spectatrice assistant à un concert. Joshua et Caleb se tenaient sur le côté, adossés aux parois de la grange, leurs regards rivés sur le combat. Leurs expressions étaient vides, comme s'ils s'étaient coupés de toute émotion pour survivre à ce qu'ils vivaient. Le combat dura encore 20 minutes. Elijah finit par faire une erreur, laissant son flanc droit exposer une fraction de seconde trop longue. Nathaniel bondit malgré sa jambe blessée et porta un coup dévastateur aux côtes du jeune homme. Elijah s'effondra, crachant du sang, incapable de se relever. Margaret se leva de son fauteuil et descendit lentement l'escalier. Fletcher pouvait maintenant voir son visage de profil, éclairé par la lanterne. Elle souriait. Elle s'approcha d'Elijah recroquevillé sur le sol et plaça son pied chaussé de soie noire sur la nuque du jeune homme. « Insuffisant », dit-elle simplement. « Vous n'êtes pas encore prêts. » Elle fit signe à Joshua et Caleb d'emporter Elijah, puis se tourna vers Nathaniel qui se tenait debout, haletant, du sang coulant de son nez cassé. « Demain tu affronteras Caleb », annonça-t-elle. « Et cette fois, je veux voir de la rage. Je veux voir que vous comprenez enfin ce que j'attends de vous. » Fletcher s'éloigna aussi silencieusement qu'il était venu, son cœur battant si fort qu'il craignait qu'on ne l'entende. Ce qu'il venait de voir dépassait tout ce qu'il avait imaginé.
Margaret ne cherchait pas simplement à punir ou à contrôler ses esclaves. Elle les entraînait systématiquement, les forçait à se battre les uns contre les autres dans un but qu'ils commençaient à peine à entrevoir. Si ce que vous venez d'entendre vous glace le sang, laissez un pouce en l'air et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que Margaret préparait réellement. La vérité est encore plus sombre que vous ne pouvez l'imaginer. Fletcher passa la nuit suivante sans dormir, tournant et retournant dans son esprit ce qu'il avait vu. Au matin, il prit une décision qui allait sceller son propre destin. Il devait parler aux 4 esclaves restants, comprendre ce qu'ils subissaient, pourquoi ils ne s'enfuyaient pas, ce qu'il était advenu de Samuel et Isaac. L'opportunité se présenta 3 jours plus tard. Margaret s'était rendue à Memphis pour des affaires commerciales, une absence rare qui durerait toute la journée. Fletcher ordonna à Joshua de venir le voir dans la remise à outils, loin des regards et des oreilles indiscrètes. Joshua arriva les yeux baissés, son corps tendu comme une corde sur le point de se rompre. Fletcher ferma la porte derrière eux et attendit un long moment avant de parler, cherchant les mots justes. « Joshua, commença-t-il doucement, je sais ce qui se passe dans la grange nord. » Le jeune homme releva brusquement la tête, la peur explosant dans ses yeux. « Non, monsieur, vous ne savez rien. Vous ne devriez pas. Madame Caldwell. »« Je l'ai vue, » coupa Fletcher. « Je vous ai vu vous battre. Je sais qu'elle vous force à ça, et je veux aider. » Joshua laissa échapper un rire amer, dépourvu de tout humour. « Aider? Il n'y a pas d'aide possible, monsieur Fletcher. Nous sommes déjà morts. C'est juste que nos corps ne le savent pas encore. Qu'est-il arrivé à Samuel et Isaac ?» Le silence qui suivit était chargé de terreur. Joshua regarda autour de lui comme si les murs eux-mêmes pouvaient le trahir, puis murmura si bas que Fletcher dut se pencher pour l'entendre. « Samuel a perdu. Le combat était trop dur. Il a tenu longtemps, plus longtemps que ce qu'elle espérait. Mais à la fin, il ne pouvait plus se lever. Elle a décidé qu'il n'était plus utile. » Qu'est-ce que cela signifie? Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Joshua. « Il y a un puits, monsieur Fletcher, un vieux puits abandonné derrière la grange, recouvert de planches et de terre. C'est là qu'elle met ceux qui ne peuvent plus se battre. » Fletcher sentit son sang se glacer. « Et Isaac a essayé de résister. Il a dit qu'il ne se battrait plus. Alors elle... » Joshua dut s'interrompre, sa voix brisée par les sanglots. « Elle l'a fait battre par nous tous. Elle nous a dit que si nous ne le frappions pas assez fort, elle nous tuerait tous. Alors on l'a frappé. On a frappé notre frère jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Et puis elle l'a fait jeter dans le puits aussi. » Fletcher recula, horrifié. La monstruosité de ce que Margaret orchestrait dépassait tout ce qu'il avait connu, même dans un sud où la cruauté envers les esclaves était monnaie courante. « Pourquoi vous ne fuyez pas? Vous pourriez partir la nuit, prendre de l'avance. » Joshua secoua la tête. « Elle nous a dit que si l'un de nous fuyait, elle tuerait 10 autres esclaves de la plantation. Et nous la croyons, monsieur Fletcher. Nous avons vu ce dont elle est capable. Elle ne bluffe jamais. Mais pourquoi fait-elle ça? Quel est le but? Elle nous entraîne pour quelque chose. Elle a parlé d'un événement en août, à Memphis. Des hommes riches qui viennent regarder des combats. Elle veut nous y amener, nous faire combattre contre des esclaves d'autres plantations. Elle dit que si nous gagnons, nous gagnerons notre liberté. » Fletcher comprit soudain l'ampleur du plan de Margaret. Elle entraînait ses hommes comme des animaux de combat pour les engager dans des tournois clandestins où les enjeux financiers étaient considérables. La promesse de liberté était évidemment un mensonge, un simple outil pour les maintenir obéissants. « Joshua, écoute-moi. Je vais trouver un moyen de vous sortir de là, je vais... »« Non, monsieur Fletcher, » coupa Joshua avec une fermeté nouvelle dans la voix. « Si vous essayez de nous aider, elle le saura. Elle sait toujours tout. Et elle vous tuera. Elle nous tuera. Elle tuera tout le monde sur cette plantation si nécessaire. Elle est au-delà de la raison, au-delà de l'humanité. » Sur ces mots, Joshua quitta la remise, laissant Fletcher seul avec ses pensées horrifiées. Les jours suivants furent une descente dans l'horreur calculée. Margaret intensifia l'entraînement. Chaque nuit,
2 des 4 hommes restants devaient se battre pendant que les autres regardaient. Les combats devenaient plus brutaux, plus longs, plus destructeurs. Margaret prenait toujours ses notes, affinait sa compréhension de leurs forces et faiblesses, ajustait son approche. Le 20 juillet, Elijah disparut. Cette fois, Fletcher ne fut même pas surpris. Il avait vu le jeune homme s'affaiblir progressivement, ses côtes cassées lors du combat contre Nathaniel ne guérissant jamais correctement. Elijah toussait du sang, avait du mal à respirer. Il était devenu inutile aux yeux de Margaret. Le registre de la plantation indiquait simplement « Elijah, fugitif ». Il ne restait plus que 3 hommes, Nathaniel, Joshua et Caleb. Fletcher observa leur désintégration progressive. Nathaniel, le plus fort physiquement, commençait à montrer des signes de fracture psychologique. Il parlait seul durant son travail, sursautait au moindre bruit, développait des tics nerveux. Joshua, qui avait gardé une étincelle d'espoir plus longtemps que les autres, s'était refermé dans un silence total. Quant à Caleb, le plus marqué par les violences passées, il semblait avoir accepté son sort avec une résignation terrifiante. Margaret, elle, rayonnait. Elle avait retrouvé une vitalité qu'elle n'avait jamais eue durant son mariage. Elle se promenait dans la plantation avec une confiance nouvelle, donnait des ordres d'une voix claire, organisait méticuleusement les derniers détails de son plan. Car le grand événement approchait. Le 15 août 1847, dans un entrepôt abandonné des docks de Memphis, aurait lieu un tournoi clandestin réunissant les planteurs les plus riches et les plus dépravés du Tennessee et des États voisins. 6 combats étaient prévus, mettant en scène des esclaves entraînés spécifiquement pour ces affrontements. Les paris atteindraient des dizaines de milliers de dollars. Margaret avait investi tout son argent, toute son énergie, toute sa cruauté dans la préparation de ces 3 combattants. Elle était convaincue qu'il dominerait les compétitions, que sa réputation serait établie, que l'argent affluerait. Le 2 août, soit 13 jours avant le tournoi, Fletcher prit la décision la plus dangereuse de sa vie. Il écrivit une lettre détaillée au shérif du comté, exposant ce qu'il avait découvert, demandant une intervention immédiate. Il confia la lettre à un messager de confiance avec instruction de la remettre en main propre. Ce que Fletcher ne savait pas, c'est que Margaret avait anticipé cette possibilité. Elle avait des informateurs partout, des gens qu'elle payait pour surveiller et rapporter toute activité inhabituelle. Le messager n'atteignit jamais Memphis. Il fut intercepté à mi-chemin. La lettre confisquée et remise directement à Margaret. Le soir même, Fletcher fut convoqué à la maison principale. La scène qui suivit reste l'un des témoignages les plus glaçants de toute cette histoire, connu uniquement grâce au récit que Joshua fit des années plus tard à un prêtre abolitionniste. Margaret était assise dans son salon principal, la lettre de Fletcher ouverte sur ses genoux. 2 hommes que le contremaître ne connaissait pas se tenaient debout de chaque côté de son fauteuil. Des individus au visage dur et tanné, aux yeux froids. Ils portaient des armes visibles à leur ceinture. Des chasseurs d'esclaves professionnels, comprit Fletcher immédiatement. « Monsieur Fletcher », commença Margaret d'une voix douce, presque chaleureuse, ce qui était 1000 fois plus terrifiant qu'une menace directe. « Vous m'avez profondément déçu. J'avais placé ma confiance en vous. Je vous avais confié des responsabilités importantes. Je vous payais généreusement et vous avez choisi de me trahir. » Fletcher voulut parler, expliquer que sa conscience ne lui permettait pas de rester silencieux, mais sa voix mourut dans sa gorge. Il comprit instantanément qu'aucune explication ne changerait son sort. « Je suis curieuse, » continua Margaret en se levant gracieusement, « de comprendre ce qui vous a poussé à cette stupidité. Était-ce la morale, un sens mal placé de la justice? Ou simplement la peur que vos propres compromissions soient révélées ?» Elle s'approcha de lui avec une lenteur calculée, jusqu'à se tenir si près qu'il pouvait sentir son parfum de rose importé de France. « Vous savez ce qui arrive aux traîtres sur ma propriété, monsieur Fletcher ?» Les chasseurs d'esclaves se rapprochèrent. Fletcher tenta de reculer, mais ses jambes refusaient de lui obéir. « Amenez-le à la grange », ordonna Margaret.
et convoquez immédiatement les 3 autres. Il est temps qu'ils comprennent définitivement qu'il n'y a aucune échappatoire possible. Ce qui se passa cette nuit-là dans la grange nord dépasse l'imagination ordinaire. Fletcher fut attaché à un poteau près de la galerie d'observation, un bâillon serré dans sa bouche. De là, il fut forcé d'assister à quelque chose qu'aucun être humain ne devrait voir. Margaret ordonna à Nathaniel, Joshua et Caleb, amenés de force, de se battre tous les 3 en même temps. Un combat libre où tous les coups étaient permis, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul homme debout. La promesse était simple, le survivant obtiendrait la liberté immédiate, des papiers légaux, de l'argent. Les 2 autres rejoindraient Samuel, Isaac et Elijah dans le puits. Les 3 hommes se regardèrent, l'horreur absolue dans leurs yeux. Ils avaient été forcés de se battre durant des mois, mais toujours avec la compréhension implicite qu'ils enduraient ensemble. Maintenant, Margaret brisait même ce lien fragile. Pendant de longues secondes, aucun ne bougea. Ils restaient figés, refusant d'accepter ce qui leur était demandé. Nathaniel fut le premier à craquer. Avec un hurlement qui n'avait rien d'humain, il se jeta sur Joshua, identifiant le plus faible physiquement. La brutalité de son attaque choqua même Margaret. En quelques minutes d'une violence déchaînée, Joshua gisait inconscient, son visage méconnaissable, plusieurs côtes manifestement brisées. Caleb regarda son ami tomber, puis Nathaniel qui se tournait vers lui, puis Margaret qui observait avec un plaisir évident. Quelque chose se brisa définitivement en lui à cet instant. Non pas son corps, mais son âme. Il ne se défendit pas lorsque Nathaniel l'attaqua. Il accepta simplement les coups, ne levant même pas les bras pour protéger son visage jusqu'à ce qu'il s'effondre près de Joshua. Nathaniel se tenait au centre de l'arène, haletant, ses mains couvertes du sang de ses frères, son esprit fracturé. Il leva les yeux vers Margaret et hurla « Je veux ma liberté, vous avez promis. J'ai fait ce que vous avez demandé. Donnez-moi mes papiers. » Margaret descendit lentement de sa galerie. Elle s'approcha de Nathaniel et lui caressa la joue avec ses doigts gantés de soie noire. « Oh, mon très cher Nathaniel, murmura-t-elle, tu auras ta liberté, mais pas celle que tu imagines. La seule liberté véritable, c'est celle de ne plus souffrir. » Elle fit signe aux chasseurs d'esclaves. Ils se saisirent de Nathaniel malgré sa résistance désespérée et commencèrent à le traîner vers l'arrière de la grange, là où se trouvait le puits. Fletcher, attaché dans son coin, ne pouvait que regarder. Il vit Joshua et Caleb être également traînés vers le puits, leurs corps inconscients laissant des traces sombres. Il comprit que Margaret n'avait jamais eu l'intention de laisser aucun témoin vivant. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Joshua, qu'on croyait inconscient ou mort, ouvrit soudain les yeux. Dans un dernier sursaut de force né du désespoir, alimenté par une rage qui transcendait la douleur, il se libéra de la prise du chasseur et se jeta sur Margaret. Le choc la renversa et la lanterne qu'elle tenait se brisa sur le sol. L'huile se répandit instantanément, touchant ses vêtements, la paille, les parois en bois sec. Les flammes s'embrasèrent avec une violence terrifiante dans l'espace confiné, trouvant un combustible idéal dans les doubles parois remplies de paille sèche. Le chaos fut total. Les chasseurs d'esclaves lâchèrent Nathaniel et Caleb pour essayer d'éteindre le feu qui se propageait déjà vers la sortie. Mais les flammes avançaient trop vite. La fumée épaisse envahit rapidement l'espace. Fletcher, utilisant le chaos ambiant, parvint à détacher ses liens en frottant les cordes contre le poteau. Il rampa vers la sortie alors que les flammes dévoraient les poutres au-dessus de sa tête. Il vit Joshua et Margaret lutter au sol, enlacés dans une étreinte mortelle au milieu des flammes. Il vit Nathaniel, son esprit brisé, se précipiter délibérément vers le puits plutôt que vers la sortie, préférant une mort certaine dans l'obscurité. Il vit Caleb tenter de se lever, s'effondrer, vaincu par la fumée. Fletcher atteignit la porte et se jeta dehors dans l'air frais de la nuit, juste avant que le toit entier ne s'effondre dans un rugissement apocalyptique qui réveilla toute la plantation. La grange brûla toute la nuit.
Les esclaves de la plantation, réveillés par les flammes et les cris, regardèrent le spectacle sans intervenir. Certains pleuraient, d'autres priaient, mais personne n'essaya d'éteindre l'incendie. Ils comprenaient instinctivement que quelque chose de monstrueux venait de prendre fin. Au matin, il ne restait que des cendres fumantes et des ossements calcinés impossibles à identifier. Les semaines qui suivirent l'incendie furent marquées par une série de mensonges officiels et de vérités enterrées. Fletcher, grièvement brûlé et traumatisé, raconta aux autorités une version édulcorée des événements. Un accident, une lanterne renversée, une tragédie malheureuse. Il ne mentionna jamais les combats, le puits, les disparitions. Il savait que personne ne le croirait, que révéler la vérité le mettrait en danger auprès d'autres planteurs qui pourraient être impliqués dans des activités similaires. Le shérif du comté mena une enquête sommaire. Les registres de la plantation furent examinés. On constata la disparition de 6 esclaves au cours des 2 mois précédents, tous notés comme fugitifs. Margaret Caldwell, propriétaire respectable, avait péri tragiquement dans un incendie accidentel. Aucune raison de creuser davantage. La propriété Caldwell fut vendue aux enchères 3 mois plus tard. Les 50 esclaves restants furent dispersés entre différents acheteurs. La maison principale fut démolie quelques années après, et la terre divisée en parcelles plus petites. Mais il y eut un survivant que personne ne connaissait. Caleb n'était pas mort dans l'incendie. Grièvement blessé, il avait réussi à ramper hors de la grange dans la confusion et s'était caché dans les bois environnants. Durant 3 jours, il resta tapi là, entre la vie et la mort, ses brûlures s'infectant, son corps se déshydratant. Il aurait dû mourir, mais quelque chose en lui refusait de céder. Le 4e jour, il fut découvert par un groupe d'esclaves d'une plantation voisine qui ramassait du bois. Ils le cachèrent, le soignèrent en secret et finalement l'aidèrent à fuir vers le nord via le réseau clandestin qu'on appellerait plus tard le chemin de fer souterrain. Caleb atteignit la liberté à l'automne 1848, arrivant dans l'Ohio avec un corps couvert de cicatrices et un esprit hanté par des souvenirs qu'il ne pourrait jamais vraiment partager. Pendant 15 ans, il travailla comme ouvrier, se maria, eut 3 enfants, essaya de construire une vie normale. Mais les cauchemars ne le quittèrent jamais. Chaque nuit, il revoyait les visages de Samuel, Isaac, Elijah, Joshua et Nathaniel. Il entendait leurs cris, sentait leurs souffrances. En 1863, après la proclamation d'émancipation, Caleb prit une décision qui allait préserver cette histoire pour la postérité. Il contacta un prêtre abolitionniste nommé Révérend Thomas Whitfield et lui raconta tout, absolument tout. Whitfield transcrivit le récit de Caleb dans un journal personnel, ajoutant ses propres recherches sur la propriété Caldwell. Il découvrit qu'en creusant les ruines de la grange quelques années après l'incendie, des ouvriers avaient effectivement trouvé un vieux puits comblé. À l'intérieur, ils avaient découvert des ossements humains. Les restes furent attribués à des esclaves fugitifs qui auraient trouvé refuge dans la grange abandonnée et y auraient péri accidentellement. Le journal de Whitfield, contenant le témoignage complet de Caleb, fut conservé dans les archives d'une petite église du Nord. Après la mort du révérend en 1881, ces archives furent déplacées plusieurs fois, se perdirent partiellement durant un incendie en 1912, et finirent par être redécouvertes dans les années 1970 lors de la rénovation d'une bibliothèque universitaire. Des historiens tentèrent de vérifier les éléments du récit de Caleb. Ils trouvèrent des traces de Margaret Sutherland Caldwell dans les registres du comté de Shelby. Ils confirmèrent l'incendie de 1847, la vente de la propriété, la disparition de 6 esclaves dans les mois précédant le feu. Mais aucune preuve directe des combats, aucun témoignage corroborant, aucun document officiel mentionnant quoi que ce soit d'anormal. C'était comme si Margaret avait réussi à effacer ses crimes même après sa mort. Caleb lui-même mourut en 1889, à l'âge de 69 ans. Sur son lit de mort, selon les témoignages de sa famille, ses derniers mots furent « Ils sont venus me chercher. Samuel, Isaac, Elijah
Joshua, Nathaniel. Ils sont venus. Aujourd'hui, l'emplacement exact de la propriété Caldwell est incertain. Le développement urbain de Memphis au XXe siècle a transformé la région au-delà de toute reconnaissance. Quelque part sous les routes, les maisons, les centres commerciaux, se trouvent peut-être encore les vestiges de cette grange maudite et du puits où reposent les corps de ceux qui n'ont jamais connu la justice. Le registre du comté de Shelby contient toujours cette ligne écrite à l'encre délavée mentionnant 6 esclaves portés disparus durant l'été 1847. Et juste à côté, dans une écriture différente, une note ajoutée des décennies plus tard par un archiviste anonyme. Circonstance suspecte nécessiterait investigation. Cette investigation n'eut jamais lieu. Les combats clandestins d'esclaves continuèrent dans le Sud jusqu'à la guerre de sécession. Combien de Margaret Caldwell y eut-il? Combien de granges cachées, de puits secrets, de vies brisées pour le divertissement et le profit? Nous ne le saurons probablement jamais. Ce que nous savons, grâce au courage de Caleb et à la diligence du révérend Whitfield, c'est que ces atrocités existèrent, qu'elles furent réelles, que des êtres humains furent réduits à des instruments de violence pour satisfaire les désirs dépravés d'autres êtres humains qui se considéraient comme civilisés. L'histoire de Margaret Caldwell et de ses 6 esclaves gladiateurs n'apparaît dans aucun manuel scolaire. Aucun monument ne commémore Samuel, Isaac, Elijah, Joshua, Nathaniel et Caleb. Leur souffrance fut effacée aussi complètement que possible des archives officielles. Mais elle n'a pas été oubliée. Elle vit dans les marges de l'histoire, dans les témoignages fragmentés, dans les silences éloquents des registres incomplets. Elle nous rappelle que les horreurs les plus terrifiantes ne sont pas celles des films ou des romans, mais celles que des êtres humains réels infligent à d'autres êtres humains réels, dans l'ombre, en toute impunité, simplement parce qu'ils le peuvent. Dans les nuits chaudes d'été au Tennessee, quand le vent souffle à travers les vieux chênes et les champs de coton, certains disent encore entendre des échos de ce passé. Pas des fantômes, non, simplement les souvenirs d'une cruauté si profonde qu'elle s'est gravée dans la terre elle-même. Et quelque part, dans les archives poussiéreuses d'une petite bibliothèque universitaire du Nord, le journal du révérend Whitfield attend que quelqu'un le redécouvre, le lise et se souvienne. Cette histoire vous a-t-elle glacé le sang? Pensez-vous que tout ceci s'est réellement produit, ou était-ce simplement un récit inventé pour choquer? La vérité, comme souvent, se trouve quelque part entre les lignes de l'histoire officielle et les témoignages enterrés. Si vous voulez continuer à explorer ces mystères sombres du passé, abonnez-vous à cette chaîne. Et surtout, partagez cette histoire avec ceux qui comprennent que les véritables horreurs ne sont pas surnaturelles, mais profondément, terriblement humaines. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les ombres de l'histoire.